Regardes-tu le journal télévisé Pépé en direct? Où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur, Sona, sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné. Comment allez-vous? Très bien. Nous commençons avec les infos mondiales. Et eh bien, l'un des sujets que nous avons le plus suivi ces dernières, que sera-ce, 4 ou 5 semaines? C'est le 3e Atlas et cette fois-ci l'objet interstellaire. Eh bien, il continue de montrer une sorte de manœuvre. Selon le chercheur astrophysicien Avi Loeb, il faudrait chercher une explication. Parce que, évidemment, jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Que se passe-t-il? Il y a 2 choses qui attirent l'attention. L'une concerne la façon dont le 3e Atlas flotte et se déplace. Cet objet interstellaire, eh bien, ce qui attire l'attention, c'est sa variabilité lumineuse pulsante, exactement toutes les 16 heures quand. Cela attire l'attention. Et ici, eh bien, ils disent, comme le dit lui-même Loeb, il s'agit d'une sorte de battement cosmique, pour ainsi dire, une sorte de battement naturel. Nous ignorons encore pourquoi il se produit. Ou bien s'agirait-il d'une autre anomalie, pour l'identifier comme autre chose? Le point, c'est que c'est une anomalie. Au moins, l'objet présente une variabilité lumineuse pulsante, exactement toutes les 16 heures, même si l'explication conventionnelle l'attribue actuellement à une possible rotation du noyau. Cela aussi attire l'attention, puisque le professeur Avi Loeb, le professeur de Harvard, vient de publier une analyse dans laquelle il a démonté cette théorie. Parce qu'il disait, il tourne toutes les 16 heures, et c'est pour ça qu'il a une sorte de brillance. Avec cette exactitude, n'est-ce pas? Est-il possible qu'il tourne maintenant? C'est pour ça qu'on disait qu'il avait une rotation dans ce sens. Ah, mais alors maintenant? Selon l'analyse, il a été possible de démonter cette situation. Il dit, le noyau était trop petit, probablement maintenant. Selon les nouveaux calculs, il ferait 2,8 km. Pour pouvoir générer cette fluctuation de luminosité par lui-même, ce ne serait pas possible. La lumière ne vient pas du corps, mais de la chevelure, affirme Loeb lui-même, c'est-à-dire du halo, d'accord? Qui se gonfle et se dégonfle rythmiquement. Et cela attire l'attention. C'est ici que commence le récit officiel de la National Aeronautics and Space Administration, du comète naturel. Cela entre en collision avec les mathématiques, cela entre en collision avec la science, avec les mêmes données, avec les faits. Si nous acceptons la physique standard, une comète naturelle expulse du gaz. Ceci se produit lorsque la glace se réchauffe en s'approchant du Soleil. Cela créerait un jet vers le Soleil. La chose, c'est que cette forme d'anticorps s'est formée. Loeb, pour l'instant, le décrit dans sa dernière publication comme un battement de cœur, une sorte de pompage périodique de gaz qui alimente le halo toutes les 16 heures. Pour être naturel, ce battement doit s'aligner sur le Soleil. Mais en analysant la séquence d'images des derniers jours, nous avons découvert que ce jet pointe dans une direction arbitraire. Et cela, évidemment, attirera l'attention. Indépendamment de la position solaire, le jet n'a pas varié, c'est-à-dire il n'a pas varié. Dans le sens où, lorsqu'il pointe vers un point, il le répète encore et encore à plusieurs reprises. Nous sommes à très peu de semaines du 19 décembre et dès demain, le compte à rebours commence. Pour ainsi dire, le mois de décembre ne commence pas encore. Et nous compterons donc les jours et les heures pour pouvoir atteindre cette proximité que nous aurons avec l'Atlas 3 ou le 3 et Atlas et pouvoir le voir d'une meilleure manière. Nous vivons un moment intéressant. Que ce soit parce que cela se confirme, que ce soit naturel et que ce soit quelque chose de vraiment exotique, ou parce que c'est autre chose.
Si le noyau tourne toutes les 16 heures, pourquoi la variabilité périodique est-elle de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents? C'est-à-dire que, pour un objet technologique, tendant la direction du jet pulsé pourrait être arbitraire et ne pas forcément pointer vers le Soleil, selon ce que dit Loeb lui-même. C'est-à-dire, nous voyons qu'il n'explique pas, disons, pourquoi il réagit de cette manière. Un objet qui, en théorie, serait une comète naturelle et qui, en s'approchant du Soleil, devrait commencer à avoir différentes réactions. Ne pas montrer de réaction. Héloïse restait stable tout ce temps. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à l'étude pour l'instant, par exemple la question de la taille du noyau. Pourquoi le noyau a-t-il résisté aussi longtemps? Et ce genre de détails pour lesquels nous devrons attendre un peu plus longtemps afin d'avoir toutes les informations. Parmi ces dernières publications, il y a aussi quelque chose qui attire l'attention, c'est que cette semaine était cruciale. Pour ce qu'ils appelaient une cascade d'informations qui d'ailleurs n'a pas eu lieu. Cette cascade d'informations qui aurait dû être révélée n'a pas eu lieu. Ce sont quelques astrophysiciens qui se sont efforcés de publier certaines choses, quelques astronomes, des photographes et surtout des amateurs qui ont publié certaines choses. De nouvelles images attirent aussi l'attention. Aujourd'hui, une nouvelle image est sans publier. Elle n'est pas très spectaculaire, mais c'en est une nouvelle. Celle-ci vient de la République tchèque et c'est cette image. Là, la comète n'a pas de queue, d'après ce qu'on peut voir, capturée par Deliborance. Ceci a été pris le 27 novembre. Nous avons vu plusieurs images du 27 novembre, voici la comète. On peut l'apercevoir là, elle est par là. On ne la voit pas, du moins sur cette image, on ne voit pas beaucoup de queue. Un peu par ici, un peu par là, mais rien de plus. On n'arrive pas à voir ces jets comme on les a vus sur d'autres images. Mais bon, c'est une nouvelle image, non? Prise depuis Pavlovec, en République tchèque, le 27 capturé par Delibor Hans. C'était bien l'une des dernières images. Nous verrons dans les prochains jours, donc en théorie, des images de plus en plus belles. Ce n'est pas pareil. Nous ne sommes pas parfaitement alignés pour le voir d'aussi près, mais au moins suffisamment pour que nous puissions nous rapprocher à 3 et en arrière. C'est suffisant, non? Ici, nous voyons comment la comète est tout d'abord passée par Mars. Elle a effectué, comme vous le savez, un changement sur cette trajectoire sur laquelle apparemment elle va se rapprocher. Un peu plus que prévu, à la distance du rayon de Gilles de Jupiter. Si cela se produit au moment où elle s'approchera, il se pourrait que la gravité même de Jupiter l'attire un peu. Que ce soit pour qu'elle change de trajectoire ou pour qu'elle reste dans la zone, non. Chose que l'on ne pense pas qu'il va arriver à cause de la vitesse à laquelle il se déplace, c'est vrai. Mais, on ne sait pas. À ce moment-là, le 19 décembre, la comète sera par ici et la Terre sera par là. Nous serons à environ 200 millions de kilomètres de distance. C'est le moment le plus proche que nous aurons, puis ensuite la comète. En théorie, elle continuera sa trajectoire vers Jupiter. Et il atteindra Jupiter le 16 mars, ce sera la date à laquelle il s'approchera de Jupiter. Et ensuite, après, si tout continue normalement, il continuera à se déplacer. Voilà. Une trajectoire fixe, non? Pas pour quitter le système de zone. Enfin, fixe, car il y a eu de légères variations. Voilà où en sont les choses avec le 3 et Atlas en ce moment. C'est la mise à jour qu'on a jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Mais au fur et à mesure que des informations sortiront, on vous en parlera ici, comme toujours dans cette émission. Maintenant, passons à un autre sujet qui est évidemment aussi important. Que se passe-t-il avec le Venezuela ? Il y a une image qui attire l'attention aujourd'hui, c'est cette publication faite par le gouvernement vénézuélien, dans laquelle le régime vénézuélien accuse les États-Unis de ce qui se passe, avec les attaques de bateaux dans les Caraïbes. Écoutons un peu ce qu'ils ont commenté. Il y a quelques minutes, nous nous sommes réunis ici, dans le bureau de la présidence de l'Assemblée nationale, avec des proches de Vénézuéliens assassinés, exécutés de manière extrajudiciaire.
dans les actions manifestement illégitimes et illégales qui ont été perpétrées depuis le 2 septembre par des membres des forces armées des États-Unis d'Amérique. Comme vous le constatez, nous avons protégé l'identité de ses proches car ils ont reçu des menaces. Eh bien, c'est l'accusation que le Venezuela porte contre les États-Unis. Évidemment, c'est un sujet très grave, qui a même été critiqué par l'Europe envers les États-Unis pour ses actions extrajudiciaires, en disant « Voyons, s'ils causent du tort, alors qu'on prenne les mesures nécessaires, comme organiser un procès, les détenir, etc. » L'accusation du gouvernement vénézuélien via la présidence de l'Assemblée nationale. De Jorge Rodríguez, il a officiellement dénoncé des militaires américains pour avoir commis ce qu'il a appelé des exécutions extrajudiciaires de citoyens vénézuéliens. Il montre une image d'une prétendue famille de ces personnes, de dos pour protéger leur identité. Et on dit que ces incidents ont commencé le 2 septembre dernier. Cela a eu lieu en eau internationale dans la mer des Caraïbes, où le trafic maritime et la surveillance stratégique sont importants, selon les rapports. Il y a plusieurs sujets concernant le Venezuela qui attirent ton attention aujourd'hui, et j'aimerais en parler. Plusieurs réactions, aussi bien aux États-Unis qu'au sein même du Venezuela. Il y a aussi des pressions internes, il y a des pressions externes, il y a un peu de tout au Venezuela. En plus de cela, il porte une accusation contre l'OPEC, c'est-à-dire que cette organisation pétrolière a également provoqué une réaction qui attire l'attention aujourd'hui et dans laquelle elle fait une accusation. Et aujourd'hui, ce fut une journée de dénonciation et d'accusation de la part du Venezuela, cette fois-ci contre l'OPEC. Oui, c'est ce qu'il a dit. Le Venezuela, c'est lequel et qu'y a-t-il eu ? Eh bien, des réactions, parce qu'il y a aussi des réactions là-bas aux États-Unis de la part des membres du Congrès qui, eh bien, ne voient pas, du moins certains d'entre eux, ne voient pas ces actions comme des actions positives. Ils pensent que cela peut se transformer en une guerre qui pourrait durer un certain temps. Et cette situation, eh bien, évidemment, fait partie de ce qu'ils ont critiqué. Tout d'abord, on parle d'une opération dans laquelle ils se plaignent parce que, selon le Venezuela, ils veulent s'emparer du pétrole. Et si la mer des Caraïbes s'est transformée en un théâtre d'opérations de guerre non conventionnelles, des drones et des navires américains mèneront des attaques létales contre de petites embarcations sous le prétexte de la lutte anti-drogue. Mais il n'y a pas de procédure judiciaire ni d'identification claire selon ce qu'il dit. D'un autre côté, également dans ces mouvements ou dans le cadre de cette plainte ou de cette dénonciation qui est en cours, eh bien, il cherche, du moins c'est ce que dit celui-ci, eh bien, le même Venezuela. Il cherche, dans ce cas, eh bien, à s'emparer des réserves de pétrole. Le Venezuela dénonce devant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole que les États-Unis cherchent à s'approprier les réserves de brut. Caracas a alerté que les États-Unis auraient en déployé 14 navires et 15 000 soldats dans la région des Caraïbes. Que ces forces ont effectué plus de 20 bombardements contre des supposés navires de narcotrafic selon le même régime, ce qui a entraîné la mort de 81 personnes. Le gouvernement vénézuélien fait cette dénonciation devant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dans laquelle, eh bien, ils rendent déjà cette dénonciation officielle. Je ne sais pas si cette dénonciation s'applique vraiment là, c'est-à-dire si elle s'applique directement à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, mais bon, ils la font là, non. C'est le sujet qui attire l'attention. Assure le Venezuela qu'ils ont la plus grande réserve de la planète et qu'en utilisant la force, ils ont l'intention, en gros, de prendre le pétrole, prendre ses réserves, dit-il. D'autre part, les aéroports du Venezuela fonctionneraient normalement malgré l'avertissement de Donald Trump qui a été réitéré. Dans un avertissement sur lequel ils insistent, l'espace aérien de tout le Venezuela devrait être fermé. Eh bien, cela n'a pas été pris en compte, du moins pas par certaines compagnies aériennes. L'aéroport international de Maiquetía, ou plutôt le principal aéroport de Caracas, n'est-ce pas ?
Et porte d'entrée de Caracas, n'est-ce pas? A-t-il fonctionné normalement aujourd'hui? Non, hier plutôt, il a fonctionné, selon eux, normalement. Certaines compagnies aériennes, peut-être, mais honnêtement, je ne le crois pas non plus. Je te le dis parce qu'on l'a suivi sur Flyradar et il y avait clairement beaucoup moins de mouvements. Je dis aussi, c'est en partie parce que, enfin, il y a des compagnies aériennes internationales qui l'ont fait et qui n'ont pas voulu opérer, n'est-ce pas? Autant d'Amérique que d'Europe, etc., non? Mais par exemple, il est frappant en ce moment qu'il y ait effectivement un nombre important d'avions, n'est-ce pas? On a même vu passer un avion de la force aérienne mexicaine, ce qui est remarquable. Eh bien, évidemment, cela attire l'attention. Ce serait un avion qui a survolé cette zone. Le voici. Cet avion... Selon les rapports, un avion de l'armée de l'air mexicaine a quitté Maiquetía avec un transpondeur intermittent. Il l'éteignait, puis le rallumait. La question est donc, qui passe par là? Et pourquoi l'armée de l'air mexicaine est donc en vol dans cette zone? Cela attire l'attention. Nous verrons ce qui sera dit à ce sujet, n'est-ce pas? Voyons s'il y a quelques infos à ce sujet. Mais bon, c'est comme ça, non? Oui, il y a du mouvement, on observe bien du mouvement à Caracas. Là, on voit tous ces vols, non, ils arrivent, ils partent. En réalité, la fermeture de l'espace aérien semble être... Ici, il y a plus de vols, encore plus de vols. C'est-à-dire, tout cela se passe à l'intérieur du Venezuela. Et donc, pratiquement, ce sont, du moins pour la plupart, des vols commerciaux, non? Par exemple, celui-ci va de Valence à Bogota. Celui-là ne dit pas où il va. Un avion semble être privé, celui-ci va de Caracas à El Vigia. Cette autre part de Barcelone, là-bas au Venezuela, vers une destination incertaine. Il ne dit pas où. Un autre avion, également de ces petits modèles. Presque tous sont des avions plus petits qu'autre chose, mais il y a quand même quelques compagnies aériennes qui opèrent. Ici, on peut donc les voir. Il y a beaucoup d'activités ici, non? Celui-ci, c'est celui du Mexique. Regarde, je viens de le voir à nouveau. Celui-ci est en direct, et nous venons de le détecter. C'est l'avion. Voyons s'il est visible. Et d'où est-ce qu'il bouge? C'est l'avion. À canon. À Force aérienne du Mexique. Il est écrit Force aérienne du Mexique. Ce serait donc, eh bien, un avion militaire ici au Mexique. Ah, il ne vient pas de Caracas, mais on ne dit pas où il va, n'est-ce pas? Ça attire aussi l'attention. Et nous voyons, c'est le vol. Là, il semble revenir. C'est-à-dire, il semble que ce soit vers le Mexique. Ah bien, j'ai vu. Quelle est l'idée? L'intention? Qui sait? En fait, tout cela est incroyable. Quoi d'autre s'est passé? Eh bien, un voyagiste russe qui se rendait au Venezuela a dû changer de cap. Parce que c'est l'avion, c'est cet avion. Ce sont des touristes russes qui allaient au Venezuela, oui. Ce voyagiste russe redirige vers Cuba ses clients qui devaient incessamment voyager au Venezuela. Il les envoie à Cuba. Oui, il s'appelle Pegasus Touristique. Il transférera tous ses vols initialement prévus vers l'île Margarita à Varadero en raison de la menace potentielle pour la sécurité des vols civils. Les touristes russes et Oe-Toulé sont déjà en train d'être redirigés vers Cuba selon les rapports. Cela attire donc également l'attention. Dans ce cas, la Russie annonce également qu'elle va évacuer des citoyens russes qui se trouvent au Venezuela. Un autre point également important. Elle enverra quelques vols spéciaux pour pouvoir les faire sortir du pays, ainsi que les opérateurs touristiques. Ils les enverront à Cuba, n'est-ce pas? Ceux qui partent en vacances n'iront pas au Venezuela pour l'instant, mais à Cuba, d'après ce qui est rapporté. Eh bien, cela fait aussi partie de ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Où est Maduro? Est-il à la frontière avec le Brésil ou à Caracas? Où est-il? Eh bien, ça aussi, nous verrons bien, n'est-ce pas? Pour l'instant, il n'y a pas de détails. Le Brésil ne dit absolument rien à ce sujet. Par rapport à ce que disait hier CNN Brésil, non? Ou CNN Brésil, non? Ce sont eux qui lancent cette rumeur. Et alors, que disent précisément les démocrates? Et là, le chef des démocrates au Sénat américain, Chuck Schumer, avertit que ces actions, n'est-ce pas? Alors?
Il risque de provoquer une guerre coûteuse pour les États-Unis, dit-il. N'est-ce pas, ce monsieur ? C'est le chef des démocrates à la Chambre, où il affirme donc que la situation peut se compliquer. Évidemment, n'est-ce pas ? C'est donc un avertissement, aussi. Le déploiement inhabituel et constant d'avions militaires des États-Unis. Un déploiement, évidemment, et bien depuis le Venezuela lui-même, face à la nervosité actuelle. Eh bien, cela peut provoquer une erreur. Il se peut que l'un d'entre eux commette une erreur et que cela dégénère. Une guerre est bien compliquée, une guerre qui pourrait s'étendre dans le temps, évidemment. Seulement les démocrates, hein ? Il y a aussi certains républicains qui n'ont pas vu d'un bon œil la manière dont cela a été géré. Et cela aussi, évidemment, peut avoir des répercussions à Washington. Cette situation est, on va te le dire, en mouvement. Eh bien, on commence à s'inquiéter non seulement de ce que l'on observe avec ce Venezuela, mais aussi dans les Caraïbes, il y a donc une certaine nervosité en ce moment. Une rupture historique touche le Parti républicain à Washington. Par exemple, Marjorie Taylor Greene et d'autres républicains ont critiqué cette position de Trump. Le fait de vouloir s'impliquer dans plusieurs questions internationales, y compris celle de l'Iran, n'a pas plu. La question du Venezuela ou l'idée de mener une possible guerre au Venezuela n'a pas non plus été appréciée. Donc voilà, nous serons également attentifs à cela, d'emblée aussi en ce qui concerne le Venezuela. Il y a de plus en plus de pression, selon les services de renseignement provenant de différents groupes, certains estimant qu'ils devraient déjà avoir un plan de sortie. D'une part, des groupes d'élite à l'intérieur du Venezuela et d'autres qui affirment qu'ils doivent rester, qu'il n'y a aucune possibilité de partir. Il y a donc cette division interne et cette pression interne venant du Venezuela, disons, des dirigeants du régime vénézuélien. Certains sont favorables à l'idée, oui, de se réfugier et d'aller ailleurs. D'autres disent qu'ils doivent rester là jusqu'au bout, en gros. Donc il y a aussi cette division, en fait. On pense qu'on fait pression, évidemment, sur Maduro, mais ce n'est pas seulement sur Maduro, c'est aussi sur Padrino, sur Rodriguez, c'est-à-dire sur beaucoup de personnages qui sont là, qui réfléchissent à deux fois à ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire, quel sera le prochain mouvement. De même, du côté de Trump, il y a la pression interne de savoir s'il doit agir ou non, avec le risque que cela s'éternise. Et donc, il perd le soutien qui lui reste en ce moment. Ou que la manœuvre lui réussisse stratégiquement, disons, et que ce soit cette petite médaille qu'il veuille s'attribuer, qui sait ce qui va se passer, mais tout indique qu'il va y avoir un mouvement, c'est-à-dire qu'une opération se prépare. Quand il ferme l'espace aérien, c'est généralement qu'il va se passer autre chose. Mais pourquoi fermer cet espace aérien ? Pourquoi le fermer ? Eh bien, cela doit se faire de manière ferme, ce qui n'a pas été le cas. L'espace aérien n'est pas fermé. Il faut être clair à ce sujet, non ? Et donc c'est ce que c'est, non ? C'est-à-dire, il n'est pas fermé. Les États-Unis disent de le fermer, mais regardez vous-même, il n'est pas fermé. Vraiment, il n'est pas fermé, regardez. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mouvements. Oui, il y a beaucoup de mouvements. Entre Caracas et la Colombie, par exemple, il y a beaucoup de mouvements. Appel Caibo, appel Quesimeto Est, allons-y. Oui. De quel mouvement vers Curaçao tu parles ? Allô ? Trinité et Tobago est un point de départ, non ? Et dans cette zone, il y a peu de mouvements. Cette zone ne voit pas beaucoup de mouvements, mais disons qu'à Caracas, au moins, il y a beaucoup d'activités. Et toute cette zone de la côte du Venezuela, non ? Donc voilà, c'est la zone. Remarquez que l'armée allemande s'est mise en alerte. Même leurs systèmes patriotiques nous ont déjà mis en alerte pour attaquer. Parce qu'ils ont commencé à détecter qu'il y avait des mouvements des Russes avec des jets, avec des avions de combat russes. Évidemment, cela a beaucoup attiré l'attention. Que se passe-t-il à l'OTAN ? Que se passe-t-il avec cette action allemande ? Cela, évidemment, attire aussi l'attention.
Des unités de l'armée allemande déployées en Pologne ont mis en alerte les systèmes patriotes face à une approche des systèmes patriotes. Et cela, eh bien, commence déjà à se voir. Des actions inattendues de l'Allemagne avec Solch. On les a observées avec ce MERS, ce sont les systèmes nationaux. Les forces armées en Allemagne sont aussi présentes en Pologne. En Pologne, il y a des forces de l'OTAN de différents pays. Une unité allemande présente en Pologne a détecté que des avions de chasse se dirigeaient vers la Pologne. Ne pas passer. Ils ont fait demi-tour. Face à la situation et au risque, ils ont déclaré que les systèmes Patriot s'activent. Ainsi, ce week-end, ils les ont activés. La présence de ces avions, qui opèrent dans la zone ouest juste à la frontière avec l'Ukraine et la Pologne, a rendu les Polonais nerveux, mais aussi l'OTAN. Selon le journal Bild, aujourd'hui dimanche, dernier jour du mois de novembre, des chasseurs russes Mikoyan Gourevitch, 31, ont volé en direction de la Pologne, où les systèmes de défense aérienne polonais ont été activés, et les militaires allemands qui opèrent dans les systèmes, les Patriotes, ont également activé ces systèmes. L'armée polonaise et l'OTAN y sont stationnés. Ces systèmes patriotes sont donc prêts à opérer. Cela fait partie, disons, de l'activité qui a été observée ces derniers temps. D'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui attire évidemment l'attention, car cela a été révélé par le Wall Street Journal. Une affaire extrêmement scandaleuse dans la relation entre les États-Unis et l'Ukraine. Fait-il partie du plan que Donald Trump a pour le plan de paix? Une affaire qui démontrerait donc que l'intention est très axée à faire. Passons aux détails. Selon ce que révèle cette affaire du Wall Street Journal, ils assurent qu'il y a une somme impressionnante d'argent. 30 milliards de dollars. D'accords secrets. Oui, ils cherchent vraiment à en tirer profit. Avec des actifs russes et des paiements de grands donateurs révélés par le Wall Street Journal. Au centre de ce plan ambitieux de Donald Trump pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La paix n'est pas la priorité. Ce qui est en premier lieu, eh bien, au-dessus de tout, c'est l'argent, les profits. Le Wall Street Journal a mené une enquête approfondie. Les envoyés de Steve Witkoff, Jared Kushner. D'ailleurs, je veux que vous regardiez cette image et que vous me disiez qu'est-ce que vous voyez. Vous voyez ça sur l'image, c'est hallucinant. Là, vous allez voir Marco Rubio parler sur l'image, d'accord ? Mais ce que je veux que vous regardiez, ce sont les réactions de Witkoff, les réactions de là. Ils sont en Floride, donc la réunion est aux États-Unis. Tous ceux de cette rangée, c'est ça. Ceux de cette rangée sont les Ukrainiens. On voit les deux drapeaux qu'au réunir, il fait son discours. Marco Rubio, le secrétaire d'État. Et voici l'envoyé spécial de Trump, ce Witkoff. Witkoff est un ami personnel très très proche de Trump. En réalité, c'est un homme d'affaires, pas politicien ni diplomate, mais ils l'ont nommé envoyé spécial. Depuis la chute de la Russie, depuis la chute de l'Union soviétique, il fait des voyages avec Trump pour faire des affaires là-bas en Russie. Depuis cette époque, il a une énorme relation avec la Russie. Ceci est documenté depuis des décennies, depuis les années 80. D'accord ? À peine l'Union soviétique est-elle tombée que le mouvement des affaires a commencé. Alors, je veux que vous regardiez son visage et son visage à lui. Lui, c'est l'Ukrainien. Évidemment, il est clairement en train d'opérer. Et souvenez-vous qu'un appel a été révélé il n'y a pas longtemps. Ici, je vous l'ai mis avec tout le texte, disons, de cet appel révélé, où il s'arrange avec les Russes autant pour convaincre Trump. De quoi ? Eh bien, essentiellement. Eh bien, il veut nuire à l'Ukraine, non ? C'est-à-dire, cet homme cherche à nuire à l'Ukraine à tout prix. C'est son intention. Et ici, les Ukrainiens sont en face. Je veux que vous voyiez son visage, comment il le regarde et à quel point il est nerveux. Maintenant, on va lancer la vidéo. C'est parti. L'objectif final n'est pas uniquement la fin de la guerre, même si c'est fondamental. Nous voulons mettre fin aux tueries et souffrances. Je sais que les Ukrainiens souhaitent aussi la paix.
Mais il s'agit aussi de garantir une fin de la guerre qui laisse l'Ukraine souveraine et indépendante et avec une opportunité de véritable prospérité. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin à une guerre, d'une manière qui crée un mécanisme et une voie à suivre qui leur permettront d'être indépendants et souverains. Éviter toute guerre future, créer une grande prospérité pour son peuple, reconstruire le pays et atteindre un progrès économique remarquable. L'Ukraine possède un potentiel économique immense. L'Ukraine a une opportunité immense. Eh bien, on voit Vikov nerveux. Le regard des Ukrainiens envers Vikov est assez direct. Au fond, on voit Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui fait aussi partie de ceux qui mènent toute cette affaire. Un business, non? Un méga business, oui. Cette vaste enquête du Wall Street Journal, avec les envoyés de Trump, Steve Vikov et Jared Kushner, ont eu des conversations avec des responsables russes. Attention. Conçues pour positionner les entreprises américaines et les alliés les plus proches de Trump. Les entreprises alliées et partenaires de Trump se préparent-elles ou ont-elles à profiter après le conflit? Trump, pour se placer dans une excellente position et faire des affaires avec la Russie à plein régime. La Russie possède d'énormes quantités de ressources et de vastes étendues de territoire, a déclaré Vikov à El Journal. Ces commentaires surviennent à peine une semaine après qu'ils ont été découverts en train de conseiller des représentants russes sur la manière de flatter le président pour obtenir des accords favorables. Vikov a discuté avec le président d'un futur où la Russie, quand les États-Unis et l'Ukraine seraient bientôt les partenaires commerciaux. Il dit « Si nous faisons tout cela et que chacun participe, il y aura des avantages pour tous. Ce sera naturellement un rempart pour les futurs conflits là-bas, parce que tout le monde prospère », a déclaré Vikov. Selon ce que rapporte l'initiative conjointe entre la Russie, les affaires de la Russie et des États-Unis. Un bedarstete dos États-Unis. Parmi eux, il y aurait environ 300 milliards de dollars d'actifs gelés qui seraient concernés. Rien que là, afin qu'ils puissent être cédés à des entreprises des États-Unis dans des projets d'investissement et de reconstruction de l'Ukraine en tant qu'investissement. C'est-à-dire faire des affaires sur la destruction causée par Poutine. Oui, toute cette destruction qui a été faite deviendrait un business, rien de plus. Le business des entreprises de construction et tout ça, que ce soit normal, c'est normal, il doit y avoir du business, évidemment. Non, mais ce sera un business d'investissement dans lequel l'avenir de tout ce qui sera construit. Les bénéfices futurs de ces endroits iraient directement aux États-Unis et à la Russie. C'est clairement un très bon business, non ? Un voisin russe avertit l'Ukraine après une nouvelle attaque contre un oléoduc. Puisque les attaques de Kiev contre des infrastructures visant les exportations de pétrole sont également préjudiciables pour d'autres pays. Cette fois-ci, le Kazakhstan lance un avertissement en disant de ne pas dépasser les limites. Disons, en gros, n'est-ce pas ? C'est important, évidemment, parce que les relations entre les pays proches de la Russie sont en ce moment tendues. Parce que, dernièrement, il y a eu des problèmes avec des drones qui s'approchent de leurs frontières. Les attaques contre 2 pétroliers liés à la Russie. Maintenant, il y en a déjà un 3e. Souvenez-vous des 2 pétroliers attaqués en mer Noire par les Ukrainiens avec des drones. Ce sont des pétroliers qui allaient être chargés, ils étaient presque vides, mais qui, évidemment, ont été touchés. Il y a un 3e pétrolier, c'est celui-ci, vous ne voyez pas ? Est-il coulé ? C'est-à-dire toute la partie inférieure est déjà sous l'eau. C'est un 3e pétrolier fantôme, également dans cette flotte fantôme. En seulement 48 heures, ils ont attaqué cette fois-ci sur les côtes du Sénégal. Assurez que c'est, maintenant, comme on a déjà attaqué ce qui était les raffineries et tout ce sujet, maintenant on attaque aussi les pétroliers. Que ces pétroliers fantômes, qui sont ceux qui opèrent pour vendre sous la table le pétrole vers l'Inde, vers la Chine et vers d'autres pays, n'est-ce pas ? C'est aussi bien documenté. Au fait, le président de la Pologne avait une réunion avec ce Viktor Orban. Vous vous rappelez Viktor Orban, président hongrois qui a vu Vladimir Poutine, à propos de cette rencontre ? Suite à la rencontre entre Viktor Orban et Poutine, le président de la Pologne a annulé la réunion avec Viktor Orban. Et cet isolement volontaire que Viktor Orban subit en rencontrant, dans ce cas Poutine, commence à s'accentuer. Merci dit que il est en train de jouer ?
En fait, assez étrangement, Viktor Orban. D'ailleurs, un rapport d'attaque a été signalé aujourd'hui contre la capitale ukrainienne. 11 blessés, 1 mort, selon le dernier rapport. Des attaques de drones. Les attaques contre la capitale continuent-elles ? D'après le rapport d'aujourd'hui, il y a également eu des attaques mineures dans cette zone, mais il y a aussi eu des attaques dans d'autres régions ukrainiennes. Aujourd'hui, ce n'était pas aussi intense qu'avant-hier, où les attaques ont vraiment augmenté entre vendredi et samedi. Lors de la visite de Viktor Orban chez Poutine, ce jour-là, il y a eu 36 missiles et 600 drones. C'était très intense. Mais passons à un autre sujet également important, qui se passe aussi là-bas en Europe. Allons-y. Il dit que, figurez-vous, l'espace aérien d'un pays européen a été fermé. L'espace aérien de la Moldavie est fermé. Cette fois-ci, ces drones russes sont détectés juste à la frontière. Regardez, allons immédiatement à la carte, mais ils ont fermé la frontière. De Moldavie. Il faut se rappeler, la Moldavie a donc toute cette frontière avec l'Ukraine. Elle a aussi tout ce morceau-là. Elle a aussi une frontière avec l'Ukraine. Et puis de cette partie de la zone, disons ouest, elle a une frontière avec la Roumanie. Ce pays fait partie de l'OTAN, mais ici, eh bien, c'est la guerre, non ? La guerre a frappé très durement cette région d'Odessa. Des attaques ont également été signalées vers Lviv et dans toute la partie ouest de l'Ukraine. Alors, face au risque que cela représente pour l'aviation moldave, cette fois-ci, il a fallu fermer l'espace aérien. Le gouvernement moldave a temporairement suspendu les vols commerciaux après avoir détecté des drones ou des véhicules aériens sans pilote dans son pays. Ils disent que cela a obligé à détourner et retarder les opérations pendant que le risque était évalué. À l'échelle nationale, n'est-ce pas ? Entre 22h43 et 23h53, les autorités moldaves ont interdit tout vol par mesure d'urgence, après avoir détecté que des véhicules aériens sans pilote survolaient illégalement leur pays. Eh bien voilà le rapport, d'ailleurs en changeant de sujet. Il est également rapporté que Taïwan se dirigerait vers un conflit potentiel. Ce n'est plus quelque chose d'étranger, je pense qu'ici toute la communauté l'a déjà remarqué. Le président taïwanais affirme que son pays est dans l'urgence de construire sa propre force, dit-il. Il dit que le pays doit construire sa propre force face à la menace du régime chinois. Voilà, tout simplement. C'est direct, non ? William Lai l'a vraiment dit ? A-t-il soutenu cette proposition militaire ? Ils affirment qu'un effort exceptionnel doit être fait immédiatement pour la sécurité sur l'île. Il dit « L'île doit construire sa propre force et maintenir un haut degré de préparation militaire pour préserver la paix. » Et le détroit face à la pression croissante de la Chine, quelques jours après qu'il a été proposé un budget extraordinaire pour la défense. Oui, merci. Ils cherchent à obtenir environ 39 400 millions de dollars. Eh bien, avoir ça, non ? Approuvé ? Ça aussi est une part importante de la journée. Un autre sujet attire également l'attention. Les États-Unis seraient donc, non seulement dans les négociations avec l'Ukraine, mais maintenant cela se produit aussi. Une série de mouvements. Ou dernièrement, une série de mouvements vers la Somalie, n'est-ce pas ? Nous avons mentionné ici comment une série de rapports sur des hélicoptères américains ont été signalés en direction de la Somalie. Attaquant des positions du groupe État islamique, d'accord ? Nous en avons parlé ici. Cette attaque ou cette zone a déclaré l'état d'urgence en Somalie face à des millions de personnes qui vivent actuellement une situation terrible. C'est là que l'État islamique s'est implanté, justement à cause de ces crises. Les communautés de bergers sont actuellement touchées, car il y a eu 4 saisons des pluies qui ont échoué, ou des saisons des pluies qui ont été sautées une année, puis l'année suivante, il n'y a pas eu non plus de pluie, et cela fait déjà 4 ans. Les autorités somaliennes, selon l'Organisation des Nations Unies, rapportent que des millions de personnes souffrent de la faim à cause du manque de pluie dans la région. La communauté internationale, donc, est déjà en train d'observer ce qu'elle va faire. Parce que ce sont des millions de personnes qui, si elles n'ont même pas d'eau à boire,
vont commencer à fuir vers d'autres endroits, à partir ailleurs. Pendant ce temps, les attaques aériennes en Somalie s'intensifient contre les groupes de Daesh et contre les groupes d'Al-Qaïda présents dans la région. Profitant de la crise, ces groupes tentent de s'infiltrer partout où possible. Selon les rapports, cette fois-ci, il s'agit d'un nombre de frappes aériennes qui n'a pas encore été comptabilisé, mais qui s'est multiplié. Ils assurent qu'au moins une dizaine de fois. Sous l'administration Trump, comparé à l'administration Biden, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, appelé United States Africa Command, a confirmé ce week-end que plusieurs frappes aériennes ont été menées. Jusqu'à présent, en 2025, il y a eu environ 100 frappes aériennes contre des groupes radicaux dans cette région. Lors de la dernière opération dont nous avons parlé, c'est lui, Artes. Ce serait vers mardi ou mercredi par là. Il s'agirait d'attaques contre les djihadistes de l'État islamique dans les montagnes où ils auraient éliminé plusieurs des chefs les plus importants de ce groupe, d'après ce qu'il disait. Un autre sujet qui attire également l'attention aujourd'hui, c'est que le parquet du Michoacán aurait confirmé un mandat d'arrêt contre cette personne. Oui, contre. C'est le chef des écoles de Carlos Manso, rien de plus, rien de moins. Évidemment, c'est aussi énorme dans ce cas, et nous serons là. On continue. José Manuel Jiménez Miranda, colonel de l'armée mexicaine et chef des écoles de Carlos Manso Rodríguez. Le maire du Uruapan, qui a été éliminé le 1er novembre, est la personne qui a échappé à une opération lors de laquelle 7 gardes du maire ont été arrêtés, ceux-ci accusés du crime d'homicide par omission. Le parquet général de l'État aurait assuré qu'il existe un mandat d'arrêt contre ce monsieur. José Manuel Jiménez, qui avant d'être chef des écoles de l'ancien maire, a été secrétaire à la sécurité publique du Uruapan, pendant 28 jours du 1er au 28 septembre en 2024. Après avoir été accusé d'avoir violenté sa femme et de l'avoir menacé avec un pistolet, il a été démis de ses fonctions. Par Carlos Manso lui-même, qui l'a démis de ses fonctions et l'a ainsi fait quitter le poste de secrétaire à la sécurité publique. Il est maintenant chef des escortes. Alors, imaginez-vous. Le colonel Jiménez Miranda a été remplacé par le général de brigade de l'armée, Francisco Javier Nieto Osorio, qui occupe actuellement ce poste. Son conseiller a donc été démis de ses fonctions à l'époque, et maintenant, après l'incident, non. Et maintenant, il y a un mandat d'arrêt. Cela aussi, évidemment, il faut le suivre. En attendant, permettez-moi de vous dire que le point est à la ligne, non. Mais Benjamin Netanyahou a-t-il déjà sollicité une rencontre avec le président ou le Premier ministre? Non pas d'elle, d'Israël, qui a eu beaucoup de controverses, que ce soit pour corruption, pour les attaques à Gaza, pour de nombreuses controverses internes, même des procès internes que lui fait Israël lui-même. Et donc une demande a été faite, une demande d'ailleurs de 111 pages. Rappelons devant Isaac Herzog qu'ils ont déjà un Premier ministre et un président. Ils demandent au président Isaac Herzog de lui accorder une grâce, c'est-à-dire en gros qu'on lui pardonne. Cela concerne principalement les accusations de corruption contre lui qui ont déjà suscité des protestations depuis des années. Des manifestations ont lieu chaque samedi. Parfois elles ont lieu, parfois non, mais c'est le samedi qu'ils manifestent en Israël, précisément contre Netanyahou à cause des actes de corruption. Et maintenant, ils présentent ce document, cette demande de 111 pages accompagnée d'une lettre personnelle signée par Netanyahou. Pour qu'on lui accorde la grâce, pour qu'on lui pardonne toute cette situation et qu'on n'enquête plus sur toutes ces affaires. C'est quelque chose que Trump lui-même avait suggéré à Herzog, au président d'Israël. Il lui avait suggéré de lui accorder la grâce. Donc, la demande officielle est faite, non? Nous verrons ce qui se passe. En attendant, passons à un autre sujet important. On signale actuellement des inondations historiques dans plusieurs régions du monde. Mais il y a 2 endroits qui ont surpris par ces inondations où des centaines de personnes ont perdu la vie et il y a des centaines de disparus. Entre 2 inondations, rien qu'entre 2 pays, oui. D'un côté, nous parlons des inondations en Indonésie
qui ont été très graves, et nous parlons aussi des inondations qui se sont produites. Eh bien, dans une région, plutôt que ce serait aussi la Malaisie, ce qui s'est aussi passé au Vietnam, ce qui s'est passé aux Philippines, et ce qui s'est passé en partie en Inde. Principalement, celles de Malaisie sont les plus dures, parce que rien que là, sans compter le reste. Là-bas, des centaines de morts, rien que ça. Il y a 330 morts, enfin. 370 d'après la dernière information que j'ai ici. Ah, pardon, 435. C'est que ça ne cesse d'augmenter. Je viens juste de mettre à jour. 435 morts, 400 disparus de plus. C'est-à-dire là... Vous vous souvenez que je vous avais parlé ici des inondations ? Que il n'avait vraiment pas vu ou il n'avait pas été signalé une telle quantité de pluie au cours des 300 dernières années, c'est ce qu'il disait. Eh bien, évidemment, quand quelque chose comme ça arrive, ça a des conséquences, non ? Je pense que ce n'est pas seulement une question de personnes décédées. Il y a des dégâts sur les infrastructures, il y a des dégâts sur les routes, des ponts bloqués, des débordements. Ce pont, on l'avait déjà vu s'effondrer, non ? Ces débordements survenus, 435 personnes décédées, 406 disparus des pluies torrentielles et la tempête tropicale qui a touché toute cette région. Il disait que ce n'est pas une seule tempête, mais un groupe de tempêtes. Nous avons pu le voir ici à l'époque grâce à l'image satellite de l'humidité, qui est cette image satellite, que parfois je vous montre, n'est-ce pas ? Dans laquelle parfois je les mets ici, n'est-ce pas ? Et nous voyons, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous voyons une image qui venait des Philippines, qu'on ne pouvait pas bien voir. Nous allons essayer de rendre la carte un peu plus petite. Pour l'instant, nous la voyons en entier, mais on voyait que depuis les Philippines jusqu'à l'Inde, on voyait pratiquement tout l'Est. Le phénomène était énorme, n'est-ce pas ? Il était vraiment grand. Là, on peut le voir un peu mieux. Depuis ici, depuis les Philippines, on voyait les orages, on voyait un groupe d'orages, tout ça, tout ceci. Et ça montait un peu vers le nord et ça touchait cette partie. Alors ça passait par plusieurs mers, par plusieurs pays, et puis une partie de ces orages a commencé à aller vers le sud et à frapper. Très fort aussi, en Indonésie, en Malaisie, dans toute cette région. Donc le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie elle-même, l'Inde elle-même, ils ont eu des inondations très graves. Fait partie des conséquences de ces pluies, n'est-ce pas ? Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, la Badan nationale Penanggulangan Bengkana, voici ces situations. Elle l'assure, on s'attend à ce que les chiffres des dégâts et malheureusement des pertes humaines augmentent dans les prochains jours. Les chiffres vont donc évoluer au fur et à mesure que les opérations de secours progressent, évidemment. La catastrophe a dévasté de vastes zones sur l'île de Sumatra où des équipes de secours utilisent des hélicoptères pour apporter de l'aide aux populations isolées. Il y a des zones qui sont inaccessibles. Ici, nous vous montrons une image en Malaisie où des drones déposent de l'O2, de la nourriture et des fournitures médicales, etc., à différents endroits. Ils vont jusqu'aux immeubles et leur laissent un panier, disons, de nourriture. Et ensuite, ils vont à un autre, puis à un autre, et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ne peuvent pas sortir sales. Là, ils sauvent les gens petit à petit avec des bateaux et tout. En attendant, ils doivent avoir eau et nourriture, car ils peuvent rester là des heures ou des jours. Ce qui arrive maintenant, c'est la partie la plus difficile. Pourquoi ? L'inondation touche beaucoup de gens de manière très directe, et c'est ce qui a le plus d'impact médiatique. On parle toujours le plus de ça, ce qu'on ne dit pas, c'est que lors des inondations, la catastrophe commence quand la pluie s'arrête, c'est-à-dire que la catastrophe commence à ce moment-là. Pourquoi ? On commence à voir ce qu'on voit ici, par exemple, sur ces images, non ? Les gens, sont au milieu du chaos, au milieu des moustiques, des petites bêtes, de l'eau contaminée, c'est-à-dire, oui, on commence à voir. Donc, des possibilités de problèmes de santé, etc., n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a une situation de risque très important, n'est-ce pas ? Surtout quand ils n'ont pas les budgets, non ? Tu vois aussi des images comme celle-ci, où les gens sont dans l'eau, parmi les déchets, en train de chercher ce qu'ils peuvent sauver, etc.
n'est-ce pas? On voit vraiment des choses terribles, dit-il. Les gens utilisent l'eau de ces inondations pour enlever la boue de leurs vêtements dans un village touché par une crue soudaine à Batantourou. Ceci selon une image de l'Associated Press. Et donc, plusieurs images de personnes marchant, observant l'état des lieux, une route disparue. Des zones où tout simplement les secours vont prendre un certain temps, n'est-ce pas? Grâce à des hélicoptères, ces sacs de nourriture arrivent, des sacs qui apportent de la nourriture, des fournitures, qui cherchent évidemment à aider. Le secrétariat du cabinet d'Indonésie a également publié comment l'armée largue des fournitures par voie aérienne. Il les jette. Le peuple de Tapanuli, dans le nord d'Ansan-Disaan, les survivants faisaient des gestes frénétiques aux hélicoptères pour demander de l'aide. Pendant ce temps, 4 autres navires de la marine arrivent dans les ports pour soutenir la distribution de l'aide. Une. Nous suivons ce sujet ici depuis un moment et l'avons observé. Comment s'est déroulée toute cette chronologie des inondations qui dure déjà depuis environ 2 semaines? Tout cela n'est pas arrivé soudainement, n'est-ce pas? D'autres sujets attirent également l'attention, comme les manifestations contre le gouvernement là-bas en Espagne, n'est-ce pas? Des milliers de personnes ont manifesté à Madrid pour demander des élections anticipées après des accusations de corruption. Cette pression contre le président Pedro Sánchez est en train d'augmenter. Ainsi, il a réussi à se maintenir, mais la pression et la méfiance envers ce gouvernement augmentent. Selon les rapports, Pedro Sánchez essaie de surmonter une série d'accusations de corruption impliquant sa famille, son parti et sa propre administration. Les manifestations ont lieu aujourd'hui, organisées par le Parti populaire conservateur El Espagnol, sous le slogan « Est-ce de la mafia ou de la démocratie ?» Il pose cette question lors de cette manifestation qui a eu lieu en fait 3 jours seulement après que l'un des anciens alliés les plus proches de Sánchez, l'ex-ministre des Transports José Luis Ábalos, a été placé en détention provisoire par un juge enquêtant sur un prétendu système de pots de vin en échange de simples contrats. Tu me donnes de l'argent et les contrats tombent, non? C'est ce dont il est accusé dans les transports, n'est-ce pas? C'est aussi un sujet très important en Espagne. Passons à d'autres sujets importants, non? Quelles sont les prévisions météo pour ces prochains jours, pour aujourd'hui et pour les jours à venir, non? Parce que, évidemment, nous avons déjà parlé du fait qu'on attend des vortex polaires et cette fois-ci, il semble que... il y a un effondrement du vortex polaire et une tempête qui arrive en même temps, d'après ce qui est rapporté. Alors allons dans le détail, voyons tout ce qui se passe aux États-Unis, au Mexique, sur tout le continent américain, ce qui se passe en Europe. Nous allons donc examiner certains détails sur la situation actuelle ou sur ce à quoi on peut s'attendre concernant le climat dans ce sens, n'est-ce pas? Merci beaucoup de nous accompagner. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous assistons, d'après les rapports, à un événement appelé réchauffement stratosphérique soudain, un réchauffement stratosphérique soudain, et cela fracture le confinement de l'ère arctique. Ce n'est pas une tempête hivernale en soi, mais ce qu'on appelle une injection massive de froid polaire qui descend simultanément sur les 2 continents, l'Amérique et l'Europe. Oui, voyons si c'est visible dans les images que nous avons ici. Mais regardez, là, on peut déjà voir à quoi va ressembler cette situation. D'accord? Soyez attentifs. Comment cela se passera-t-il? Regardez cette énorme masse de froid qui descend des États-Unis. Bon, ça c'est le vortex, c'est tout. Quand le vortex se brise, l'effondrement du vortex. Regardez, il arrive avec une quantité de froid énorme. Selon les rapports météorologiques américains, il ne s'agit pas d'une tempête hivernale, bien que ce soit le cas. Une injection massive de froid polaire qui descend simultanément sur l'Amérique et l'Europe. Depuis hier, oui, ce n'est pas encore bien. 29, non. Nous y sommes encore. Pas hier, hier 29. Et aujourd'hui, on a commencé à voir un mouvement, mais cela va durer, alors soyez attentifs, les amis, cela va durer jusqu'au 6 décembre.
C'est-à-dire qu'ils viennent aujourd'hui le 30, puis le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Autrement dit, presque toute la semaine. Ce froid polaire va continuer d'avancer et il va y avoir des températures assez froides. Une tempête ou une méga-tempête est en train de se produire et évidemment, les médias l'appellent ou vont l'appeler méga-tempête hivernale. Parce qu'elle frapperait de manière coordonnée l'Amérique du Nord, toute la région des Grands Lacs, le Midwest des États-Unis ainsi que toute la région de l'Ontario. Le Canada, l'Europe occidentale. Du côté européen, le Royaume-Uni, la France et la région alpine connaîtront également des conditions très froides. C'est ce que montrent actuellement les modèles climatiques mondiaux. Et le rapport aussi de Severe Weather Europe, qui est ce rapport qu'ils font là-bas du côté européen. Et de l'autre côté, ici en Amérique, le rapport dont je vous parle vient directement du Centre de surveillance atmosphérique de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Oui ? Vous êtes donc tous les deux d'accord pour dire que vous vivez ce vortex. Ce que nous voyons sur les radars météorologiques remet en question cette notion de climat local parce que nous voyons que le climat est de moins en moins local et de plus en plus global. Dans le sens où, soudainement, ce qui se passe ici dans ce vortex se passe aussi en Europe. Au final, la planète est une sphère, n'est-ce pas ? Le vortex affecte dans de nombreux sens, c'est-à-dire le vortex ce n'est pas quelque chose de fixe qui va seulement arriver en Europe, ou seulement en Asie, ou seulement en Amérique. Cette fois, il s'est brisé des deux côtés, vers l'Europe et l'Amérique. Oui. C'est pourquoi, disons, nous sommes confrontés à cela des deux côtés, n'est-ce pas ? L'Europe entre dans ce mois de décembre avec une demande de chauffage qui va exploser. Si l'infrastructure énergétique échoue, il pourrait même y avoir des coupures de courant ou une augmentation des prix du gaz. Restons vigilants ces prochains jours. Nous évoquons aussi que les principaux corridors économiques de l'hémisphère nord, comme la zone industrielle des États-Unis et le centre de l'Europe, pourraient être paralysés par de telles conditions climatiques. Oui, le nord de l'Amérique, en incluant déjà le Mexique, voire même une partie de l'Amérique centrale, par exemple le Salvador, oui, le Guatemala, c'est-à-dire des pays d'Amérique centrale, vont aussi avoir des conditions de froid, oui. Le vortex polaire n'est plus parfaitement circulaire au-dessus du pôle. Mais ce que montrent les cartes de pression, c'est une structure déformée. Comme si quelque chose avait frappé ces vortex, car ils se brisent sans cesse. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Severe Weather Europe qui le dit en novembre 2025 d'après l'extrait d'analyse qu'ils publient eux-mêmes dans ce qu'ils appellent la tempête synchronisée. Pourquoi ? Parce que c'est une tempête que vivent l'Amérique et l'Europe en même temps. Et cela, évidemment, c'est super intéressant et nous allons le voir rapidement. En ce qui concerne le climat, n'est-ce pas ? Regardez tout cela. Comment le froid va-t-il se maintenir ? Pratiquement du nord au sud des États-Unis et de l'Europe, nous voyons, c'est là. Oui, nous voyons ici. Nous étudions jusqu'au 4 décembre, 5 décembre, 6 décembre, et voyez comment le froid le plus extrême continue de descendre. Si je parle déjà des jours de la semaine prochaine ? Par exemple, regardez ce jour-là est très intéressant, parce qu'il montre comment dans des États comme le Minnesota, oui, regardez la température au Minnesota dimanche prochain, dans une semaine. Comment ça va être ? La côte ? Ce n'est pas impressionnant. Moins 25. La côte nord, je ne vous dis même pas. Moins 26. C'est énorme. En ce qui concerne les températures, je pense qu'il est clair qu'à partir de maintenant, on va connaître des températures très froides. Pour les États-Unis, pour le Canada et le Mexique. Il va faire froid. Évidemment non, il ne va pas geler, mais il va faire froid, frais pour ainsi dire. Des températures à un chiffre à Coahuila, à Nuevo León aussi, également des températures à un chiffre à Chihuahua. On va aussi avoir des températures à un chiffre. 7, 8, 9, 10, 9, pardon. Pareil aussi vers Basse-Californie, il va aussi y avoir des températures à un chiffre. Donc tout le nord va essentiellement avoir froid. Allons, pas glacé, mais oui, il fera froid. Et vers le centre du pays, aussi des températures à un chiffre. Par exemple vers la ville de Mexico.
Si on regarde, ils seront par exemple demain soir à 7 degrés. En fait, même ce soir, c'est-à-dire ce soir, il y aura déjà des températures froides. Oui. Les bruines seront aussi abondantes dans de nombreuses régions des États-Unis et du Mexique. Certaines zones, comme dans le sud du Mexique ou au Guatemala, signalent déjà des températures de 10 à 12 degrés. Voyons si nous pouvons voir cela à certains endroits. Donc oui, le sujet va être très intéressant. Pareil pour mardi, pareil pour mercredi. De plus, mercredi, il fera encore plus froid, jusqu'à 9 degrés par endroit. Donc il y aura plusieurs jours de froid. Décembre commence. Étant décembre, on ne commence pas encore l'hiver, c'est-à-dire que on le ressent plus hivernal, non. L'hiver n'a pas encore officiellement commencé. Mais on voit que d'ouest en est. À l'ouest, on vit des températures très froides aux États-Unis et des températures, aussi si on regarde du côté européen. On va aussi voir qu'à partir de demain, les températures vont commencer à baisser et qu'il fera froid aussi dans des pays plus proches du sud de l'Europe. Même, n'est-ce pas? Par exemple, on parle déjà de l'Espagne, où il va y avoir des températures même en dessous de zéro. Donc, à certains endroits du nord de l'Espagne, il y aura déjà des températures en dessous de zéro ou proches de zéro, n'est-ce pas? Voilà. Pareil, alors pour la France ou le Royaume-Uni, inutile d'en parler, n'est-ce pas? D'autres pays auront des températures encore plus froides, non? Mais évidemment, on s'attend à un climat intense, disons, n'est-ce pas? En ce qui concerne le froid pour le nord, voire même le centre de l'Amérique, avec des températures de plus en plus basses dans les prochaines semaines. Mais cette semaine commence à s'intensifier, n'est-ce pas? Maintenant, pour l'accumulation de pluie et l'accumulation d'eau, voyons cela, regardez si on peut le mettre ici. Accumulation de pluie d'abord. Voici l'accumulation de pluie pour aujourd'hui, le 30 novembre, à la semaine prochaine. Regardez, c'est tout. Il pleut peu au Mexique. Peu d'humidité ni de pluie, mais tout de même. Il y en aura un peu au nord et dans le golfe du Mexique, au centre, il y aura peu d'humidité. Regarde. Tout le sud-est des États-Unis, du Texas à la Floride et même jusqu'aux Carolinas, il y a une quantité d'eau importante, en plus du froid, donc avec de l'humidité. Vers le nord des États-Unis aussi, et un peu vers le centre, vers l'ouest aussi un peu de pluie. Non? De la bruine pas trop, mais c'est la pluie en ce moment. Regardez la nouvelle neige, non? La neige qui arrive cette semaine, c'est de la neige fraîche. Tout cela va arriver vers le centre des États-Unis. Même certains sommets de montagne au Mexique pourraient en avoir de la neige, oui, mais principalement vers le nord-est, le nord-ouest et le centre des États-Unis avec de la neige, n'est-ce pas? À l'extrême ouest, la Californie et l'Oregon n'auront pas beaucoup de neige. Peut-être que l'État de Washington, oui, comme vous pouvez le voir. Oui, plutôt, d'après ce que je vois. Par exemple, la Haute-Joa à Seattle, pas la ville elle-même. C'est comme si elle se retrouvait ensuite entourée de montagnes, ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas autant de neige d'un coup ici, mais autour, notamment les montagnes, il va apparemment beaucoup neiger. Toute la région connaîtra des chutes de neige. Donc, c'est intéressant à prendre en compte. On va aussi regarder rapidement du côté de l'Europe. Regardez, ce n'est pas beaucoup, mais certains sommets, certaines montagnes pourraient avoir des chutes de neige en Europe. Non, ce n'est pas vraiment la neige le problème là-bas en Europe. Le problème, c'est plutôt le froid. Et de ce côté-ci, il va y avoir plus de neige. Vers les États-Unis, il fait froid vers le Mexique, même vers l'Amérique centrale, et d'ailleurs dans le sud de l'Amérique. Les températures maximales seront très élevées dans la partie nord de l'Argentine, juste à côté du Paraguay. Toute cette zone va avoir des températures, on va s'approcher des 40 degrés autour de 38 degrés par là. Cela sera observé demain, lundi 1er décembre. Des températures qui se rapprochent déjà plus de l'été, on commence déjà à voir un peu plus l'été. Du sud de l'Amérique, également pour le Brésil, avec des températures très chaudes. Et c'est cela qui va attirer l'attention. Je pense que c'est surtout chaud de ce côté-là. C'est la tendance que je vois, du moins pour l'instant, pour toute cette région. Passons rapidement aux commentaires, parce qu'après, on va passer à un autre sujet, mais plus ici, plutôt sur PPClips. Nous serons là pour ceux qui voudront venir. Nous allons discuter de ce que James David Vance a révélé sur ces sujets.
de Duverpes. Il en parle même déjà soudainement, comme si cela s'était normalisé. Le fait qu'on parle un peu de ces sujets, c'est-à-dire le secrétaire d'État qui parle dans ce documentaire Asia Disclosure, du sujet des ovnis. Le cas de James David Vance apparaît dans un podcast où il parle non seulement du sujet, mais aussi même de certaines entités. Et je ne sais pas trop quoi. Donc tout à l'heure, on va discuter de ça et on va aussi parler d'autres cas, d'autres sujets également. Si jamais vous voulez passer un moment sur la diffusion, eh bien, on va discuter un peu avec la communauté. Évidemment, avec grand plaisir de ce sujet. Il y a un cas qu'on verra peut-être si on en parle, mais c'est un cas plus anecdotique. Parce que c'est essentiellement un récit, un témoignage d'une personne très proche de ce que dit ce Vance. C'est pour ça que ça m'a interpellé que ces témoignages sortent. Récemment, quand James David Vance évoque ces entités, cela me paraît frappant. Intéressant, non? Franchement, très intéressant. C'est un peu atypique, non? Mais bon, salutations, comment va Léonard Escudero? Merci beaucoup, très bien François Ars, un grand salut. Quand vont-ils régler ce problème des non? En attendant, je vais voir chez d'autres amis pour voir si cela arrive. Je crois que c'est un souci YouTube, mais je vais leur demander s'ils savent quand ce sera réglé, non? De celui-ci, tu as dit que tu as voyagé, tu as envoyé des photos de l'arbre. Ah super, ce soir je vérifie tout ça pour mettre ce soir les photos que vous m'envoyez. Merci beaucoup, salutations à 10 jours, salutations, très bien, il dit il m'envoie un mail, le mail. D'accord, je vais aller le vérifier. Alejandro, comment vas-tu? Merci. Salutations, Benedicto, comment ça va? Salutations en Argentine, très bien, dit Angel Murillo. Comment vas-tu? Un grand salut aussi. Voilà l'email, voilà le lien, je ne l'avais pas vu. Il y a le lien de... Eh bien, où allons-nous aller? Maintenant? Non? Celui-ci? Salutations, comment vas-tu? Très bien, Marcella Benedicto Rublox. De quoi s'agit-il? Aner, 80 ans, dit que même tes cils gèlent. Et j'imagine que si tout à l'heure on était en train de marcher et qu'il faisait frais, on le sentait. Le plus fort pour nous ici n'est pas encore arrivé, ça devrait commencer vers, à cette heure-ci, normalement, à partir de 2 heures, normalement. Le froid doit déjà être au plus fort. Bon, allons-y, non? Allons-y tout de suite pour continuer la discussion. Allons là-bas. PPClip démarre normalement automatiquement, sinon utilisez le lien pour nous rejoindre à la prochaine diffusion. Allons-y. Merci d'avoir regardé le journal Pépé en direct. Où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.